et dans le chat du webinaire à droite. Et aujourd'hui, on aura toute l'équipe du secrétariat conjoint et l'autorité de gestion aussi va intervenir et notre contrôleur de premier niveau, KPMG. On va commencer avec les circuits de dépenses et c'est Émilie Lalanne, notre technicien financière du secrétariat, qui va le présenter. Merci Émilie. Bonjour à tous. Alors je vais montrer mon écran. Donc je suis technicien financier au secrétariat conjoint. J'espère que tout le monde m'écoute bien. Je vais partager mon écran, ma présentation PowerPoint. Je remercie mes collègues de m'indiquer si vous la voyez bien. Effectivement, c'est notre premier webinaire, je le précise, où toute l'équipe du secrétariat conjoint n'est pas à Raqqa. On le voit bien, Émilie. Ok, c'est parfait. Donc, je vais vous présenter le circuit et le calendrier des déclarations de dépenses et de financement, même si on l'a déjà évoqué lors du webinaire du mois de mars, pour répéter, pour rentrer un peu dans le détail. Cette présentation a vocation à être courte. Par la suite, mes collègues vous expliqueront comment saisir les dépenses. On reviendra après sur les dépenses éligibles et on finira ce webinaire sur des aspects problématiques que peut rencontrer d'habitude le contrôleur de premier niveau KPMG, donc qui nous écoute actuellement et qui interviendra sur la fin de ce séminaire. Donc concernant le circuit, il se fait en grosso modo en ces 5 étapes. Donc ces 5 étapes correspondent d'une part, pour résumer, chaque bénéficiaire va faire une déclaration individuelle de dépenses et de financement, donc c'est l'étape numéro 1. Puis, il y aura une seconde étape où en fait tous les bénéficiaires vont l'envoyer au contrôleur de premier niveau qui va réviser vos dépenses. Ce après quoi, sur la troisième étape, en fait, une fois que toutes les dépenses seront validées par le contrôleur de tous les partenaires, il sera demandé au chef de file de faire une déclaration de dépenses et de financement de l'opération, c'est-à-dire une consolidation de toutes les dépenses, récupérer toutes les dépenses des bénéficiaires qui ont été validées et faire un point d'étape sur l'avancée du projet. Et c'est seulement une fois qu'on a une vision globale du projet que cette déclaration est envoyée et donc la demande de remboursement du FEDER est envoyée au contrôle de cohérence que nous réalisons nous au secrétariat conjoint avec l'autorité de gestion qui dure 60 jours, donc c'est sur une période de 2 mois. Dans le contrôle de premier niveau, normalement c'est 2 mois, il arrive qu'ils prennent plus de temps. Il y aura une autre partie donc après qui dure 2 mois, qui est la partie de notre contrôle. Et ensuite le paiement du FEDER. Donc, on va voir un peu comment se déroule de manière plus détaillée chacune de ces étapes. Donc, d'abord, tout le monde déclare, tout est contrôlé. Une fois que tout est contrôlé dans une même opération, le chef de file consulte toutes les dépenses et demande de remboursement FEDER avec son rapport, qui est soumis au secrétariat conjoint à l'autorité de gestion, qui l'envoie à l'autorité de certification à Madrid, qui dispose de 30 jours pour vous payer. L'intégralité du circuit dure dans le meilleur des cas 6 mois. En fait, il est plutôt de l'ordre de 9 mois. Donc, attention aux problèmes d'éventuelle trésorerie. Donc, voilà. Donc, concernant les déclarations individuelles, donc ça concerne toutes les entités, hein, c'est-à-dire les Français, les Espagnols, les Andorrans, si vous avez des Andorrans, tout le monde va réaliser à la fois sa déclaration. Et on vous en demande d'en faire une chaque année. Donc, il y en aura une en 2020, une en 2021, une en 2022. Alors, vous pouvez les commencer à l'avance, mais ceci dit, on vous propose 2 dates. Donc, il y en avait une au 1er avril. Donc, éventuellement, s'il y a des bénéficiaires qui nous écoutent, qui ont déjà participé, ont déjà des projets en cours, bien que ce séminaire, ce webinaire soit plutôt destiné au nouveau projet du 3e appel à projet, certains ont déjà déclaré au mois d'avril. Ceux qui disposent généralement des conventions signées, mais il y aura une prochaine date en septembre. Donc, concrètement, tout le monde, ceux qui n'ont pas fait actuellement… Oui. Est-ce que tu m'entends? Je crois qu'il y a un petit problème parce que on voit seulement la première slide de ton présentation. Je ne sais pas si c'est…
D'accord, j'ai compris. En fait, vous voyez, je comprends bien. En fait, vous ne voyez pas le bon écran puisque j'ai 2 écrans et c'est pas le bon écran qui est partagé. D'accord. C'est pour cette raison-là que ça ne défile pas. Non, attendez, donc je vous ai expliqué, excusez-moi, le circuit. Alors vous ne voyez pas. Donc je vais voir si je peux le. Donc ça c'est le circuit que je vous ai expliqué. Étape 1, toutes les déclarations. Étape 2, le contrôle. Étape 3, la déclaration de dépenses de toute l'opération, de tout le monde. L'étape 4, le contrôle de cohérence. L'étape 5, le paiement du FEDER. Je suis désolée, je pensais que vous voyiez la présentation qui est sur mon autre écran. Je vais essayer de vous partager. Est-ce que vous la voyez désormais avec le fond noir? Christina, est-ce que tu peux me confirmer de ce que vous voyez? Oui, maintenant, c'est bon avec le camion et les petites voitures. C'est parfait. Nous sommes sur le camion, les petites voitures. Donc, excusez-moi, encore une fois par an, vous devez déclarer. Donc, nous sommes en 2020. Il ne reste plus que celle de septembre pour déclarer. Vous pouvez l'avoir en principe, celle qui est à la date limite du 1er septembre, tout le monde la prépare plutôt au mois de juin pour avoir le système de signature. Alors, il est possible de choisir, alors vous devez tous déclarer en même temps, il est possible de choisir celle de septembre ou celle d'avril. Si vous choisissez celle de septembre pour les nouveaux projets de cette année, ce qui paraît logique, puisqu'a priori, pour la plupart d'entre vous, vous n'aurez pas pu la faire en avril, l'année prochaine, vous pourrez la faire en avril si vous le souhaitez. En général, celle d'avril permet d'avoir des exercices comptables clos. Alors, une autre règle qui est importante, la dernière déclaration de dépenses que vous devrez faire doit se réaliser dans les 3 mois suivant la finalisation du projet. Alors, c'est une règle spécifique pour les projets du troisième appel à projet. C'est prévu dans la convention FEDER. Donc, pour vous donner une image, si votre projet se termine au 31 décembre 2022, vous devez saisir vos dépenses dans SIGEFA dans les 3 mois suivant le 31 décembre. Donc, c'est au 30 mars. Donc, a priori, vous allez déclarer en avril. Si votre projet termine en février 2022, 3 mois plus tard, ce sera donc au mois de mars, avril, mai, donc au fin mai 2022. Vos dépenses doivent être saisies dans SIGEFA. Ça ne veut pas dire qu'elles seront contrôlées de suite. Alors, cette règle des 3 mois n'est valable que sur les projets du troisième appel à projet. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont avant, c'est une règle qui vaut 6 mois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas terminer au-delà du 1er septembre 2022. En fait, simplement, c'est pas pour vous embêter, c'est pour que nous, on ait le temps de finaliser le programme. Voilà. Une autre règle, les entités qui ne dépassent pas, qui vont faire une déclaration de dépenses intermédiaires et dont le montant ne dépasse pas 10% du coût qui est programmé pour chacun des partenaires, on va vous demander de faire votre déclaration, mais pas de ne pas la déclarer. C'est-à-dire qu'en fait, et du coup, la fois suivante, vous la reprendrez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on vous demande de saisir vos dépenses et votre rapport d'exécution pour mettre au courant votre chef de file et nous-mêmes un petit peu de là où vous en êtes, de l'exécution, mais qu'on estime que le montant n'est pas suffisant pour justifier un contrôle. Et qu'on va attendre d'avoir plus de dépenses. Alors évidemment, ce n'est pas valable si c'est votre dernière déclaration. À la fin, vous pouvez avoir très peu, mais ça c'est pas. Donc c'est pas valable si c'est la dernière déclaration. Et donc les 10%, c'est par rapport à votre coût. Donc vous la déclarez pas, elle va rester ouverte, mais préparée pour la prochaine fois. Lors de la déclaration suivante, vous pourrez la reprendre, la compléter avec de nouvelles dépenses que vous aurez eues et compléter votre rapport. Donc on la déclare pas. Quand vous la déclarez par erreur, on vous contacte, on vous la réouvre et nous on demande au contrôleur de ne pas la traiter. Voilà. Le contrôle de premier niveau, donc ça c'est la deuxième étape. Donc une fois que vous allez faire toutes vos déclarations, vous allez tout envoyer, ça va envoyer, c'est-à-dire déclarer dans l'application la déclaration individuelle de dépenses que mes collègues vont vous montrer comment réaliser juste après. Il s'agit d'un document en fait qui indique les dépenses et les financements que vous allez recevoir. Et donc, vous aurez saisi l'intégralité des justificatifs et le contrôleur est chargé de vérifier que tout ce que vous avez saisi est justifié dans l'application. Donc, le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait? Il va émettre un rapport provisoire
et il va vous contacter au travers de l'application, à travers le module de notification pour vous donner 10 jours pour corriger, c'est une phase contradictoire qu'on appelle des alegaciones. C'est 10 jours naturels. Hein. Oups, pardon, je suis revenue en avant. Et donc, il va vous demander si jamais il manque une pièce. Alors, l'idée, c'est d'avoir au plus complet, parce que gâcher sa phase contradictoire avec des pièces manquantes qui auraient dû être, c'est dommage, parce que du coup, ça empêche de revenir après derrière pour pouvoir donner des explications. Parce qu'en fait, c'est plutôt fait pour donner des explications quand on n'a pas compris vos calculs ou qui ne sont pas suffisamment clairs ou qu'il manque une pièce pour les fonder. Il se peut que le contrôleur vous contacte par email de façon plus informelle avant cette notification formelle qui vous donne 10 jours pour vous dire qu'il manque des pièces. Il y a une espèce de révision documentaire qui se fait, qui est une simple qualité, donc pour que vous complétiez. Alors, je précise que KPMG n'a pas d'obligation de vous répondre parce que logiquement, vos déclarations doivent être dès le départ complètes en fonction de ce qu'on vous indique dans les guides. Et il va émettre donc son rapport définitif. Le rapport définitif vous sera notifié globalement par email quand tous les partenaires seront faits. Donc, il est possible aussi qu'il y ait des rapports définitifs qui soient déjà en ligne, que si vous voulez rentrer, vous pouvez voir si votre rapport est fait ou pas, mais que ça n'ait pas encore été notifié parce que, je ne sais pas, un partenaire français ou un partenaire espagnol n'a pas encore terminé. On attend que tous les rapports de tout le monde soient réalisés pour vous envoyer un mail, c'est un mail que vous envoie KPMG pour vous dire, ça y est, tout est terminé, vous pouvez passer à la phase numéro 3, qu'on va voir de suite. La communication avec le contrôleur de premier niveau se fait toujours au travers du module de notification. Ça permet une traçabilité des échanges. Et toute documentation, vous devez éviter au maximum de l'envoyer par mail, parce que sinon on la perd. Et le programme POCTEFA est un programme qui est audité des fois 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Et si les pièces ne sont pas en ligne, eh ben, vous risquez qu'on vous dise, on risque de la perte de documents et de vous retirer, de vous décertifier des dépenses qui avaient pourtant été vérifiées. Donc, c'est absolument important et clé l'archivage. On reviendra sur ce point plus tard. Donc, une fois que tout le monde est fait, on demande au chef de file de faire la déclaration de dépenses et de financement de l'opération qui vise à consolider. Donc, c'est une consolidation de toutes les données financières qui ont été validées par le contrôleur de premier niveau, qui est KPMG, le cabinet KPMG sur ce programme. Et vous devez fournir un rapport d'exécution avec toutes les actions, tous les livrables, tous les indicateurs que vous avez mis au départ dans votre formulaire de candidature. Donc, c'est une vision globale. Hein. C'est la somme, en fait, de tous les rapports d'exécution que vous aurez fait individuellement dans votre déclaration individuelle. Donc, c'est ce qui le fait de remplir l'indicateur ne peut se voir qu'au niveau du projet globalement, parce que c'est la somme des actions de chacun d'entre vous qui permet de saisir et de remplir les indicateurs, les actions et les livrables. Et en même temps qu'on fait ce travail de rapport pour donner un état des lieux de l'avancement de l'opération, vous demandez le remboursement FEDER. Donc, c'est la demande officielle de remboursement FEDER. Avant, je vous avais juste déclaré vos dépenses, vous n'avez pas demandé le remboursement FEDER. Et ce point-là, c'est envoyé, vous le mettrez en ligne sur SIGEFA, au contrôle de cohérence. Alors, le contrôle de cohérence, c'est un travail que nous effectuons au secrétariat conjoint et avec l'autorité de gestion. C'est un travail qui dure 2 mois, donc 60 jours. Ces 60 jours, on va lire en fait les rapports, votre gestionnaire de projet vous contactera en cas de doute ou d'incompréhension. On va relire un peu les rapports de KPMG, pas tous, mais de façon, les cas les plus exceptionnels, s'il y a eu des forts rejets des dépenses. C'est l'occasion éventuellement de trancher des équilibrages si vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions du premier niveau ou de réviser ce genre de choses. C'est quelque chose qu'on peut revoir un petit peu au contrôle de cohérence. C'est aussi l'occasion pour nous d'enlever plus de dépenses que n'a pu enlever le contrôleur. Donc, il y a encore un point avant que nous transmettions votre déclaration de dépenses. Donc oui, le contrôle de cohérence consiste à la vérification et le suivi du correct développement des exécutions des projets dans leur globalité. Et donc, étape 5, nous envoyons une demande, toutes vos déclarations à l'autorité de certification qui dispose de 30 jours à partir du moment où on lui envoie pour vous payer. Alors, j'ai mis une petite astérisque à côté de FEDER parce qu'il vous paye en 30 jours sous réserve de disponibilité des fonds.
parce qu'on vous paye avec l'avance du programme, donc on a une avance qui se reconstitue. En fait, ce que fait l'autorité de certification, elle l'envoie à la Commission européenne, la Commission européenne la rembourse. Mais ce délai prend du temps. Il peut y avoir des contrôles qui bloquent, surtout ceux qui ne sont pas terminés, qui bloquent ou qui peuvent suspendre des paiements. Donc, pour ne pas perdre de temps, nous, le programme a pris l'option d'utiliser l'avance totale du programme pour vous payer, mais il se peut que s'il n'a pas de fonds, ce paiement soit plus long. Il arrive aussi que le paiement soit plus long parce que vos comptes bancaires ne sont pas à jour, donc c'est une donnée importante à saisir. Voilà pour ce léger balayage du circuit de certification. Donc, je vais essayer d'enlever la... Bon, je n'y arrive pas. À vous envoyer la fin de présentation. Mais je vous invite à... j'invite mes collègues du coup à vous expliquer par la suite comment elles vont comment saisir toutes ces dépenses dans CIGEFA. Donc, Christina, tu peux donner, je pense, alors les questions seront à la fin de tout ce séminaire. On va en balayer plusieurs fois, il y aura des répétitions, c'est fait exprès. Donc, je passe la parole. Si Christina, tu peux transmettre à mes collègues pour la suite. Oui, merci Émilie. Maintenant, c'est Elena Jiménez qui va vous présenter la déclaration de dépenses et financement, la déclaration individuelle. Elena, on ne t'écoute pas. On ne t'entend pas, oui. Elena, apparemment, c'est toi qui dois... bueno, que ¿no? Ahora. Ça va. Oui, merci. Voilà, apparemment, c'était bloqué mon... Hop, attention, voilà. Donc, je disais que j'ai remercié Émilie et Christina pour la présentation. Je vais maintenant expliquer les circuits ou rentrer plus en détail de comment on fait la déclaration individuelle des dépenses. Donc, la déclaration individuelle des dépenses, ça s'est fait une fois par an et doit être présentée obligatoirement une fois à l'année, au choix au 1er avril ou en septembre. Par contre, il faut que tous les partenaires d'un même projet décident d'à quel moment veulent faire cette déclaration des dépenses. Donc, tout le monde en même temps, une fois par an. Et après, c'est à chaque partenaire de décider la période de sa déclaration. Ce n'est pas obligatoire que tout le monde déclare pour la même période. La première étape, c'est d'avoir l'accès sur CIGEFA. J'imagine que la plupart d'entre vous, vous avez déjà l'utilisateur et vous savez peut-être déjà créer votre première déclaration individuelle. Ça s'est fait dans la plateforme CIGEFA et c'est les chefs de file qui doivent créer cet utilisateur. Si vous avez déjà un autre projet, vous pouvez associer votre utilisateur à plusieurs projets. C'est une possibilité. De toute façon, si vous avez des doutes, vous pouvez toujours regarder notre guide des déclarations de dépenses où vous avez toutes les étapes à suivre. Deuxième étape à faire, c'est l'enregistrement de vos dépenses. En CIGEFA, on a prévu un endroit pour stocker vos dépenses et que ça puisse servir en tant que base de données. Donc, en haut de votre menu en CIGEFA, en bleu, vous verrez un icône qui dit registre de dépenses. C'est là-bas où vous devez enregistrer vos dépenses et vous pouvez les faire à tout moment dans l'année.
Vous ne devez pas attendre au dernier moment pour enregistrer vos dépenses. Dans le registre de dépenses, vous verrez qu'il y a 3 options. Vous pouvez enregistrer les dépenses de personnel, de vos marchés publics et les données des fournisseurs qui travaillent avec vous. Dans les données du personnel, vous aurez à mettre les noms, prénoms de vos travailleurs et les sirets de votre entité. C'est à cet endroit-là qu'on va stocker les contrats de travail et pour pas devoir les télécharger à chaque fois que vous allez présenter vos déclarations individuelles de dépenses. Dans la partie données de marché public, vous allez stocker ou garder tout le document public de vos marchés, c'est-à-dire les contrats, les lancements marchés et toutes les informations concernant ces marchés publics. Pas la facture, mais tous les données, tous les documents juridiques, on va dire, du lancement du marché. Et puis, en dernier lieu, vous aurez un endroit pour garder les informations concernant les fournisseurs. Donc, tous ceux qui vont rentrer en lien avec vous par un contrat ou une prestation service. D'accord? Et à ce moment-là, vous allez enregistrer tous les noms des entités et leur siret. Comment on enregistre les dépenses? Donc, on a mis en haut, vous verrez un peu ce que vous allez voir en CIGFA. Et en bas, vous avez une touche en orange qui vous permet de créer une nouvelle dépense. Quand vous créez vos dépenses, vous devez choisir le type des dépenses que vous allez enregistrer. Ça peut être un frais de dépenses, de personnel, de déplacement, un service prestation externe, équipement ou infrastructure. Ici, vous voyez également les... Attendez, je vais mettre comme ça. Ok, bueno. Hop, siguiente. Excusez-moi, hein, mais j'ai un petit problème. Ouais. Ah, voilà. Oups, pardon. Pardon et pardon. Voilà, je voulais venir ici. Bon, quand vous avez l'enregistrement de vos dépenses, il y a 3 choses très importantes à retenir. La première, c'est d'enregistrement les bonnes dates de votre facture et la date de paiement. Attention parce que la date de votre facture doit être obligatoirement avant la date de fin de votre projet parce que cas contraire, elle ne serait pas éligible. Deuxième point à retenir, c'est très important de s'assurer que vous avez une comptabilité séparée. Et puis, dernier point, on a créé dans ce système un endroit pour stocker toutes les informations concernant vos réunions. Pourquoi? C'est pour simplifier votre vie et pour que chaque partenaire, on retrouve des projets avec 12 partenaires, vous pouvez partager les photos de la réunion, les comptes rendus, l'ordre du jour et tous les éléments importants concernant la réunion. Comme ça, si vous avez des dépenses liées à cette réunion, vous n'aurez qu'à les lier à cette réunion. Deuxième étape, le registre de dépenses de cette partie-là de la présentation, c'est qu'il faut toujours fournir les justificatifs. Ne l'oubliez pas, c'est très important. C'est à partir de ces éléments-là que le contrôleur de premier niveau va faire son examen. Et puis, les enregistrements de financement, en fait, je ne sais pas si c'était à partir d'ici que c'était ma collègue Teresa Zas qui allait faire la présentation qui va donner suite à cette présentation. Donc, je vais passer le rôle à Teresa Zas.
Donc, je vais commencer avec la présentation du registre des financements reçus. Donc, ainsi que pour qu'Elena vient de montrer pour les registres des dépenses, vous pourrez enregistrer vos financements reçus dans les FEDER que d'autres cofinancements publics que vous avez pu avoir dans les registres des financements reçus dans la partie que vous voyez marquée en rouge. Donc, ensuite, vous avez aussi une autre rubrique dans les CGFA qui correspondant aux réunions et événements du projet. Donc, c'était une rubrique commune pour tous les bénéficiaires et partenaires du projet. Et là, vous pouvez en fait enregistrer toute la documentation sur les réunions et événements des projets pour ne pas avoir à doubler des efforts dans la mise en registre des réunions et des événements. Donc, vous pouvez y mettre des comptes rendus, des photos, des réunions, et des justificatifs, liste des participants, etc. Ensuite, une fois que toutes les dépenses, les cofinancements sont enregistrés, vous pouvez faire la déclaration individuelle des dépenses et des financements. Et cette déclaration est constituée de plusieurs rubriques que vous voyez à l'écran. Donc, c'était très important parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dans la rubrique dépenses payées. Et c'est une erreur très commune aux bénéficiaires de penser qu'une fois que les dépenses sont enregistrées, que ça y est, qu'elles sont incluses dans la déclaration individuelle de dépenses. Et ce n'est pas le cas. Parce que quand vous créez une déclaration individuelle de dépenses et de financements, vous devez inclure les dépenses payées dans la rubrique, c'est-à-dire sélectionner ces dépenses que vous avez enregistrées et que vous voulez déclarer dans la période de votre déclaration individuelle de dépenses. Si vous ne les sélectionnez pas, elles n'apparaîtront pas dans la déclaration individuelle. C'est comme si votre déclaration serait à 0. Et l'autre rubrique importante, c'est celle des recettes et dépenses d'exploitation. Donc, concernant les recettes et les coûts d'exploitation, bon, chaque projet a une casuistique particulière. Donc, si vous savez identifier votre projet comme générateur de recettes dans votre formulaire de candidature, vous devrez les inclure et les déclarer dans vos déclarations individuelles de dépenses et de financement pendant l'exécution du projet. Et si vous savez déclarer avoir des recettes après la finalisation du projet, donc vous devrez aussi faire une estimation de ces recettes et envoyer le kit recettes qui est dans le site web Portefeuille. En tout cas, si vous avez des doutes sur la déclaration des recettes, merci de nous contacter et nous serons ravis de vous aider à faire vos déclarations des recettes. L'autre rubrique de la déclaration de dépenses est les rapports intermédiaires d'exécution du bénéficiaire. Donc, vous avez 13 rubriques à compléter et donc chaque bénéficiaire doit décrire de façon claire et précise ce qui a été fait pendant la période de déclaration de dépenses au niveau des activités et des actions. Et n'oubliez pas de joindre les justificatifs et documents qui aident à la compréhension du rapport. Donc, ça peut être des livrables, ça peut être des comptes rendus, ça peut être des informations sur les activités, etc. Et la dernière étape pour finir la déclaration de dépenses, c'est la signature de la déclaration individuelle de dépenses, recettes et financements, qui doit être doublement signée par les représentants légaux et les responsables financiers de votre entité.
Et en fait, cette déclaration, jusqu'à présent, elle devait être envoyée par courrier postal en original s'il était signé à la main. Mais maintenant, les règles vont changer et pour faciliter la signature et la procédure, nous vous demandons seulement dans les CIGFA scanner les documents signés et garder les originaux dans votre site. Donc voilà, et maintenant je vais passer la parole à ma collègue Elena. À nouveau. Bonjour, c'est Elena. J'ai passé la parole à ma collègue Amadia qui allait finir la présentation avec l'explication sur les circuits d'opération pour comment on va faire la déclaration d'opération. Une seconde, Amaya. Amaya, on t'entend pas. Ahora. Perfecto. Ok, merci beaucoup. Christina, est-ce que tu peux me confirmer, s'il te plaît, que mon écran, vous arrivez à voir mon écran? Oui, on te voit parfaitement. Okay. Et la présentation aussi, Amaya. Merci beaucoup. Ok, merci Elena. Bon, je suis Amaya Armendaris, je suis gestionnaire du projet au sein du ST. Et moi, à définir ce circuit de la déclaration de dépenses avec le travail qui doit faire le chef de file, bénéficiaire principal, en remplissant la déclaration des dépenses de financement, mais à cette occasion-là, de l'opération. Et donc, une fois le contrôleur de premier niveau a fini avec l'analyse de toutes les déclarations individuelles et a émis le rapport définitif, et le contrôleur va envoyer un courriel pour indiquer le chef de file qu'il peut commencer à remplir la tâche de déclaration de l'opération. Et dès sa réception, le chef de file dispose d'un mois pour analyser toutes les dépenses que les partenaires de son projet ont présentées. Et au cas où il détecte une dépense qui n'est pas liée au projet, il faudra qu'il ne le communique au plus vite possible, parce que le chef de file est le responsable de la demande et des remboursements du FEDER de la part de tous les partenariats. Okay? Donc, à ce moment-là, il va remplir un rapport d'exécution qui a le même schéma que celle de déclaration individuelle. Mais à ce moment-là, il faut qu'il le fasse pour tous les projets de coopération. Et il devra télécharger dans cette tâche les livrables, l'information concernant les indicateurs, tous les trucs qui pourront être demandés dans les rapports ou de la part du secrétariat conjoint, pour qu'il puisse faire à continuation son analyse lors du contrôle de cohérence.
Donc, c'est tout. Mais je passe la parole, on a un peu de retard, je passe la parole à ma collègue Concepción Baraja qui va vous parler du fraude. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Si, Conchi, on t'entend très bien. Et vous voyez l'écran ou pas encore? Oui, on voit l'écran. Super. Donc, Par bonjour contre, à... on voit ton vidéo apparaît une image en vert. On voit pas. Voilà, Ça y est, maintenant, c'est bon. c'est bon. Maintenant, vous me voyez? Bon. Alors, attendez, je vais dépositionner une seconde. Parce que moi, je vois pas ce que je vois, ce que je dois voir. Là, vous voyez l'écran et le visage? Oui, on te voit en haut et en dessous de la présentation, tu as commencé par la 3e diapo. Non, alors, attendez. Voilà, maintenant c'est le titre, monsieur. Voilà. Très bien. Bien. Si Amaya disait qu'on était un petit peu short sur le timing, je vais accélérer. Je vais prendre quelques minutes pour d'abord vous donner la bienvenue à ce webinaire. Nous essayons de condenser l'information, mais vous savez que vous avez toutes les personnes disponibles de l'équipe, moi-même comprise, pour les informations dont vous aurez besoin par la suite. Et j'espère que vous et vos familles, vous allez aussi tous bien dans cette époque que nous devons vivre. Bien, dans tout le contexte qui fait sujet au Fonds européen, nous avons des règles et une réglementation que nous allons un petit peu sauter, qui est le cadre législatif, sur le sujet en fait de le contrôle d'actions de fraude. Nous allons voir 3 définitions et puis on va aller voir des exemples de ce que fait en fait le programme POCTEFA. Donc, il y a un marque législatif qui est assez lourd, je n'ai pas traduit là de l'espagnol, qui nous donne des prérogatives et une définition de l'irrégularité, qui est donc un non-respect du droit communautaire, qui est un acte qui impliqué dans la mise en œuvre des fonds et qui a un effet préjudiciable sur le budget de l'Union européenne et des fonds. Mais l'irrégularité, elle est due à des erreurs, elle peut être due à une méconnaissance, elle peut être due à des négligences. Donc, en général, on a des irrégularités lorsqu'on a des contrôles, soit de premier niveau, de deuxième niveau, de qualité, de l'autorité de gestion. C'est le plus courant. Qu'est-ce qui se passe quand on parle de fraude? Dans le concept de fraude, on détermine en fait un acte de tromperie et une intentionnalité. Donc, c'est en fait la différence. Qu'est-ce qui se passe quand on a un soupçon de fraude? C'est une irrégularité que l'on doit communiquer avec un acte administratif ou judiciaire qui va avoir une évaluation écrite et que l'on va remonter en Espagne au Service national de coordination anti-fraude, le CNCA, et qu'on va devoir remonter après à l'OLAF. Donc, il y a une procédure, vous imaginez bien, de par la suite. Bien. Le cycle antifraude que nous avons dans le programme POCTEFA, il est commun à tous les programmes, est un cycle de prévention tout au long des différentes étapes, un cycle de détection qui est a fortiori plus opératif lorsque se font les contrôles in situ, ou disons certains échanges qui peuvent donner lieu à des soupçons de pratiques ou d'informations qui puissent être non conformes.
et donc après des mécanismes de plainte, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Bien, que fait le programme POCTEFA? Nous avons une tolérance zéro et une culture anti-fraude, donc comme je disais, dans tous les processus. Cela commence à la sélection du projet et cela termine au paiement final de l'opération lors de sa clôture. L'autorité de gestion s'est engagée pour combattre la fraude avec une publication de déclaration de politique anti-fraude qui est dans la web POCTEFA, un code de conduite éthique du consortio CTP qui est aussi en ligne et des mentions dans les contrats de subvention FEDER. De plus, cette culture anti-fraude est aussi développée avec le contrôleur de premier niveau lors de ses révisions. Donc, il est vrai que toute la documentation est scannée, mais ils opèrent d'une façon transversale dans les contrôles aussi. Ils prennent en compte cet élément-là. Et après, des actions spécifiques de contrôle de l'autorité de gestion qui peuvent être menées à terme si cela est nécessaire. Bien, alors vous dites, bon, c'est bien, bon, qu'est-ce que c'est que concrètement, qu'est-ce que ça peut être un problème qui soit lié à la fraude? Alors, dans les marchés, il peut y avoir des arbitrages où il y a des traitements de faveur, il peut y avoir des spécifications d'amélioration qui peuvent être convenues avec les tiers. Donc, bon, de par la réglementation des marchés publics, il n'y a pas de doute normalement dans l'application, mais soyez vigilants dans la documentation que vous présentez et, je dirais, le traitement objectif des marchés que vous passez et des contrats que vous pouvez arriver à signer avec des tiers, toujours en ayant en tête le rapport qualité-prix et l'argumentation des choix que vous faites dans vos prestataires. L'autre partie qui est plus courante, entre guillemets, peut être liée au double financement, d'où la Commission a demandé pour ce cadre législatif de fonds européens une comptabilité distincte et claire. Après, il y a beaucoup de choses qui sont liées aux frais de personnel. Alors, ça peut être des affectations, ça peut être des feuilles de temps, ça peut être des calculs de taux horaires qui ne sont pas correctement calculés. Alors, c'est une partie assez compliquée. Donc, pour les nouveaux bénéficiaires, nous vous conseillons d'y passer du temps, de bien préparer en amont la déclaration de dépenses, comment vous allez structurer l'information, comment vous allez la monter dans CIGEFA maintenant que vous connaissez un petit peu l'outil que vous allez travailler avec. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous demander. Bien sûr, les factures qui ne sont pas conformes aux originaux. Donc, ça, c'est une information en contrôle de second niveau. Il y a une vérification systématique que tout ce qui est monté dans CIGEFA est conforme à l'original, n'a pas été falsifié, dupliqué, gonflé avec des signatures rescannées ou des choses bizarres. Et le dernier élément aussi important, c'est les cofinancements non déclarés. Cela vient avec les doubles financements. Il est de plus en plus, je dirais, demandé et regardez les structures de financement de vos entités au-delà du cercle seulement du projet pour qu'en fait, il y ait une assurance que le double financement n'a pas eu lieu. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite bonne continuation. Et je passe la parole à l'équipe d'Émilie, secrétariat conjoint à ma collègue financière et de KPMG. Au revoir. Merci Conchi pour ton intervention. Je reprends la main. Merci de me confirmer que vous m'entendez bien et que vous voyez mon écran avec la présentation actuelle. Émilie. Et on a la présentation. C'est parfait. Alors, nous allons reprendre un petit peu l'éligibilité des dépenses parce que c'est le cœur des déclarations de dépenses et des enjeux. Donc, KPMG vous présentera juste après moi. Moi, je vais vous présenter les dépenses et KPMG vous présentera les problèmes qu'on trouve régulièrement dessus. Donc, KPMG est toujours le contrôleur de premier niveau.
Donc, concernant les dépenses de personnel, la présentation est en français et en espagnol, donc ça dépend des points. Alors, les dépenses de personnel, c'est là où on rencontre le plus d'erreurs, parce qu'elles sont dues à différentes problématiques. Donc, vous allez choisir une modalité qui va s'appliquer sur tout le projet pendant toute la durée. Vous avez la possibilité avec une modalité à coût réel, modalité à gasto réel ici. Donc, ça veut dire qu'il faudra fournir les bulletins de salaire, etc., de chacun. Et vous avez deux possibilités pour l'affectation de travailleurs. Si la personne est à 100%, elle n'a pas besoin de feuille de temps. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il apparaisse sur son contrat de travail, ou si ça n'apparaît pas sur son contrat de travail, sur un ordre de mission ou de co-attestation, que la personne est dédiée à 100% au projet X ou Y, enfin un POCTEFA que vous êtes en train de faire. Et dans ces cas-là, il suffit de fournir ces bulletins de salaire au moment où vous saisissez la ligne. Si la personne est imputée de façon partielle au projet, c'est-à-dire qu'elle a un pourcentage inférieur à 100% de son temps de travail, soit il s'agit, alors là il y a deux possibilités, soit c'est un pourcentage fixe toute l'année, et dans ces cas-là, il s'agirait d'une attestation qui dit de votre supérieur hiérarchique qui est fait avant le début de la mission, qui dit je dédie, cette personne sera dédiée à, je sais pas, 30% de son temps de travail sur tout le projet de telle date à telle date, ou vous le faites sur un an en année civile parce qu'on le permet, notamment sur la structure publique qui a besoin de voir son budget et qui peut le faire que sur une année comptable. Mais l'idée, c'est que ce soit une attestation qui soit faite à l'amont. Je vous recommande bien que ces attestations contiennent notamment le fait que la personne est financée par des fonds fédéraux avec le nom du projet et tout. Comme ça vous permet en même temps de respecter les mesures de publicité et d'information, parce que les personnes dont les salaires sont financés par le programme POCTEFA Interreg doivent être au courant. Donc, c'est en même temps que vous leur faites cette attestation, ça les met au courant. Dans ces cas-là, pas besoin de feuille de temps, d'enregistrement de temps. Par contre, si jamais le pourcentage de dédication de cette personne d'assignation varie en fonction des mois, enfin que c'est chaque fois quelque chose de différent, c'est souvent le cas d'une personne qui va assister de façon sporadique à une réunion de pilotage sur le projet ou ce genre de choses, vous êtes obligé de faire une feuille de temps, et cette feuille de temps a l'obligation d'enregistrer 100% du temps, pas seulement le temps qui sera dédié à POCTEFA. Donc s'il y a 3%, ça veut dire qu'il faudra faire une feuille de temps pour dire par mensuel, dans lequel il faudra dire, je sais pas, 3 heures au projet POCTEFA avec le nom de l'acronyme et tout le reste qu'elle fait sur d'autres projets. Une fois que vous avez le temps, vous devez la formule est la suivante. Vous prenez votre coût brut salarial, c'est-à-dire le brut chargé qui apparaît sur vos bulletins de salaire, et vous le divisez par les heures mensuelles qui sont travaillées selon votre convention, selon votre convention collective, selon le contrat de travail, selon ce qu'il y a. Et vous le multipliez par les heures mensuelles travaillées au projet. Vous faites ça pour chaque mois. Alors, attention, c'est là où il y a le plus d'erreurs. Donc, le numérateur, s'il inclut les vacances, le dénominateur doit inclure les vacances. Si vous le faites net de vacances, vous le faites net de vacances aussi. Donc, ça, c'est typiquement les erreurs qu'on rencontre. KPMG corrige à la baisse, mais corrige pas à la hausse si vous vous trompez à l'inverse. Donc, si vous avez des difficultés, il y a eu un autre séminaire et puis KPMG reviendra là-dessus. C'est relativement logique, hein, mais il n'y a pas de piège. Et pourtant, c'est sans doute la catégorie de dépenses où on rencontre aujourd'hui le plus d'erreurs, notamment par manque de traçabilité. C'est pas que vos calculs sont peu clairs. C'est surtout que vous dites le nombre d'heures, mais on ne sait pas de quel document ils sortent. Vous expliquez. Donc, donnez vos explications de calcul, c'est essentiel, même s'il faut joindre votre feuille Excel de calcul et dites quelle est la source de vos données. Et vous vous appuyez sur tel document du contrat ou de la feuille pour expliquer la logique que vous avez suivie au contrôleur. Sinon, il est obligé de refaire lui derrière et comme il y a a priori plusieurs façons pertinentes de le faire, ça peut générer des confusions. Dépenses de personnel, il y a aussi la possibilité pour ceux qui l'ont choisi dans leur candidature d'avoir fait une modalité simplifiée. Donc, il y avait l'option, mais ça, vous l'avez déjà choisi et maintenant c'est fixé et ça ne peut plus être changé, mais il fallait prévoir dès le départ, que pour chaque dépense directe que vous allez saisir, jusqu'à 20% de ces dépenses sera considérée comme des dépenses de personnel.
Donc ça, on ne peut pas changer ce taux. C'était un maximum de 20%, mais ça peut être moins. Donc certains d'entre vous ont pu choisir 8%, 12%. Pourquoi on vous a permis de mettre moins? C'est pour éviter, en cas de contrôle, de surfinancement. Parce que si jamais vous êtes financé par d'autres points et qu'au total, eh bien, on se rend compte que le poste d'une personne est surfinancé, il fallait pouvoir globalement pouvoir modifier ce taux. Donc c'est pour ça que c'est un taux maximum. Avec un plafond et qui ne peut pas être dépassé. Et une fois qu'on l'a mis, ben, on ne peut pas faire une déclaration avec un pourcentage et la dernière déclaration avec un autre pourcentage parce que ça poserait des problèmes en traçabilité. Donc ça, c'est fixe dès le début, ce n'est pas modifiable et les projets qui bénéficient de cette modalité simplifiée sont déjà enregistrés dans l'application. Concernant les dépenses de bureau administratives, alors c'est un coût simplifié, mais ça, il est automatique pour tout le monde. Donc, on a vu que sur les dépenses de personnel, soit vous aviez choisi à coût réel, soit vous aviez choisi au dépôt de votre candidature un coût automatique simplifié. Concernant les dépenses de bureau administratif, c'est effectivement un coût simplifié, mais pour tout le monde. Donc, vous aviez la possibilité d'avoir jusqu'à un maximum de 7,5%. Donc, 10% du coup pouvait être moindre pour éviter justement des surfinancements. Et donc, c'est un calcul automatique. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez saisir une dépense, et ce calcul sur les coûts de personnel, chaque fois que vous allez saisir une dépense de personnel, le pourcentage va s'appliquer dessus et ce sera considéré comme les dépenses de bureau administratif. Alors, qu'est-ce qui est couvert? Ça veut dire que ça couvre les locations de bureaux, l'assurance, les impôts locaux, les services basiques, l'électricité, le chauffage, l'eau, le téléphone, c'est tous les frais généraux, un matériel de bureau. Alors, on ne parle pas de l'achat d'équipements informatiques, mais les différents softwares, archivage informatique habituel, entretien, nettoyage, réparation, sécurité, frais bancaires. C'est grosso modo ce qui apparaît en compte de classe 6 sur les frais généraux là-dessus. Alors attention, comme ils sont pris en compte à un taux fixe à 7,5%, bah, vous ne pouvez jamais les présenter parce que ça se calcule automatiquement. Donc ces dépenses, elles ne doivent pas apparaître. On ne devrait jamais trouver toutes les dépenses indirectes qui apparaissent ici. Seules peuvent apparaître les dépenses directes au projet. Donc toutes ces dépenses qui apparaissent sur cette slide ne doivent pas être saisies dans CIGEFA parce qu'elles sont contenues dans ce 7,5%. Concernant les dépenses de voyage et d'hébergement, alors évidemment en coopération, on en a beaucoup. Elles donnent beaucoup de travail à tout le monde et en plus, elles ne sont pas forcément très importantes, mais elles sont clés pour la plupart de vos structures. Donc, les dépenses éligibles, c'est celles qui vos dépenses de déplacement, donc billets de transport, les taxis, l'assurance de voyage, les locations de véhicules, carburant ou kilométrage. Alors, une astérix avec attention aux véhicules de service, je vous explique en suivant. Attention aux péages et aux stations. Enfin, vous pouvez présenter péage, stationnement, les hébergements, les frais de visa si jamais vous devez vous déplacer en dehors de l'Union européenne. Attention, vous devez demander une autorisation dans ce cas-là au secrétariat conjoint si jamais ce n'était pas prévu dans votre projet, enfin à l'autorité de gestion, pardon. Et il y a une limite, alors qui est assez haute, qui est prévue dans le guide du porteur de projet, que je ne vous rappelle pas ici, mais elles sont à plus d'une centaine d'euros pour chacune. Donc c'est pour les nuits d'hôtel et donc ça c'est pas très sensible en général, vous n'avez pas de souci. Et les vols en classe business sont interdits. Bon, on n'a pas beaucoup ce genre de cas de toute façon sur notre chaîne pyrénéenne parce qu'on ne se déplace pas si souvent que ça en avion, bien qu'il y en ait. J'appelle votre attention sur les véhicules de service. Une des difficultés qu'on a sur les véhicules de service, c'est que bien souvent, vous avez des leasings et on n'a pas l'assurance que les véhicules n'ont pas été financés par des fonds publics dès le départ, donc pas déjà financés. Donc, vous ne pouvez pas appliquer un barème kilométrique à un véhicule de service qu'avec vos véhicules personnels. Dans la structure, vous rembourse l'usage de votre véhicule personnel. Si c'est un véhicule de service, il n'y aurait que le carburant qui serait éligible parce que dans les barèmes kilométriques sont inclus les frais d'entretien qui apparaissent dans les frais généraux, apparaissent également un certain nombre apparaissent également l'entretien, l'amortissement. Donc voilà, donc si c'est véhicule de service, il n'y a que le carburant qui pourrait être pris en compte et je vous déconseille, c'est assez difficile à justifier. Par contre, pas de souci si c'est des véhicules personnels dans ce cas-là et des véhicules de leasing aussi. Donc voilà un petit peu pour ça. Alors attention, toujours bien lié, le problème des dépenses de voyage, c'est qu'on ne sait pas toujours très bien qui s'est déplacé, notamment lorsque ce n'est pas une personne pour laquelle vous ne présentez pas les dépenses de personnel.
Donc, évidemment, on perd un peu le lien avec l'opération, donc il faut toujours l'expliquer au contrôleur et à nous. Savoir pourquoi vous êtes déplacé. Alors, donc, il y a un module de réunion que vous avez expliqué mes collègues tout à l'heure. Vous le remplissez à plusieurs, mais il faut qu'on sache exactement, pouvoir lier la date à quelque chose. Date du déplacement à une réunion, à une preuve qu'elle a eu lieu. Voilà. Alors, tout ce qui est externalisation de services. Donc, alors ça, typiquement, c'est tous les services essentiels au projet. Alors, on ne vous permet pas de le sous-traiter entre partenaires, parce qu'ils sont déjà financés, vos partenaires, donc c'est un double financement. C'est toutes vos externalisations. Donc, il faut, c'est quoi ces assistances techniques, les audits, votre comptable, enfin, s'il y a une comptabilité spécifique, votre comptable dessus. Les services de notaire, par exemple, tous les consultants, les études qui ont les propriétés intellectuelles, les formations, les traductions, les événements, enfin voilà. Ah oui, et tout ce qui est de l'ordre du service, alors attention, le catering, quand c'est vous qui hébergez une réunion et que vous embauchez un restaurateur pour cela, ça va dans ce point-là et pas au déplacement individuel de chacune des personnes. Et vous devrez y saisir également, parce que ça doit apparaître lorsque vous embauchez un consultant, les voyages de ce consultant doivent apparaître dans sa facture dans la mesure du possible, parce qu'il n'est pas considéré comme un personnel interne qui fait des voyages. Donc voilà un peu tout ça. Donc typiquement, dans cette catégorie de dépenses, on s'attend à avoir les preuves de marché public. Donc on va y revenir tout à l'heure. Mais si on a des fournisseurs qui sont répétitifs, il est clair que le contrôleur vous demandera un petit peu comment, et surtout sur des gros montants, vous demandera comment vous les avez choisis. Et il est évident qu'on a besoin de voir les résultats, le produit qui a été fourni par ces services externalisés. Donc si c'est une étude, on a besoin de l'étude. Si vous faites des photos, n'hésitez pas. Les formations et traductions, avoir quelque chose qui nous permette de nous assurer de la réalité de la prestation. Infrastructure et travaux. Donc, il y a 2-3 règles spécifiques qui impactent. Donc, la valeur du terrain ne peut pas excéder 10% du total de l'opération. En principe, c'est pas le cas. Donc, sur les 15%, il y a une exception à 15%, mais en principe, personne n'est trop indiqué sur ce point-là. Il faut un document qui explique l'acquisition du terrain avec les objectifs du projet. Et alors, la difficulté quand on acquiert un terrain ou une infrastructure, enfin quand on achète un immeuble, si vous avez le cas, c'est qu'on ne sait pas forcément quel est le tarif pratiqué sur le marché. Donc, on a besoin d'un certificat d'un expert indépendant qui nous confirme que le prix n'excède pas la valeur du marché ou qu'il est là-dedans. Il faut évidemment suivre les normes nationales et européennes, c'est-à-dire que s'il y a une étude d'impact obligatoire, un permis de construire ou ce genre de choses, il vous sera demandé, il est obligatoire, et d'ailleurs s'il n'a pas été fait dans la règle de l'art, ça peut provoquer l'intégralité du rejet de la dépense. Donc il faut faire attention à ces infrastructures. Quelles sont les dépenses éligibles, subventionnables? Le matériel de construction, la main-d'œuvre, les permis, les licences, c'est les permis, l'acquisition du terrain, les interventions spécialisées pour la décontamination des sols ou ce genre de choses. Alors, ne sont pas éligibles les coûts d'amortissement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va vous financer, en principe, on vous finance l'intégralité de l'infrastructure. Donc, faire bien attention avec la suivante, qui sont les dépenses d'équipement. On différencie dans ces catégories ce qui est une infrastructure et des travaux de ce qui est un équipement. Et il peut arriver que des fois, on soit un petit peu entre les deux, on ne sache pas très bien qu'est-ce qu'il en est. Ce qui va nous permettre de faire la différence, on utilise plutôt le critère de ce qui est un bien meuble et un bien immeuble en droit, c'est-à-dire que tout ce qui est fixé et appartenant à un bâtiment, je ne sais pas, la lumière par exemple, ou tout ce qui est fixé au mur, est considéré comme à l'intérieur de l'infrastructure, alors que tout ce qui est meuble, le meuble intérieur qui n'est pas fixé au sol ou fixé au mur, est considéré comme de l'équipement. Donc c'est un point parce que des fois, c'est pas toujours très clair, mais c'est le critère qui est utilisé. Donc, sur les dépenses d'équipement, d'ailleurs, on prendra l'amortissement, alors que ce ne sera pas le cas sur les dépenses d'infrastructure. Donc c'est pour cette raison-là que c'est important aussi. Donc, sur les dépenses d'équipement, que ce soit infrastructure équipement, on vous demandera aussi les preuves de marché public. Mais concernant la catégorie équipement, les équipements ne peuvent être utilisés que pour le projet. Et si ce n'est pas le cas, il faudra trouver une clé de répartition pour l'usage proportionnel en fonction de l'usage du projet. Alors, je ne sais pas, si vous achetez
un tracteur et qu'il n'est pas dédié intégralement au projet pendant les 2 ou 3 ans du projet, bah, ça veut dire qu'il vous faut un registre horaire pour savoir à quel moment le tracteur a été utilisé ou sur un véhicule, hein, quel kilométrage a été utilisé pour les fins du projet et pas le reste, par exemple. Alors si c'est un équipement industriel, ce genre de choses, ça veut dire qu'il faut trouver une clé de répartition. En général, on parle de prorata temporis, si vous n'avez pas d'autres, donc prorata au temps, enfin avec un enregistrement du temps de l'équipement au projet. Et si la vie utile de cet équipement dépasse la durée du projet, on va prendre que l'amortissement. Donc si c'est quelque chose de bien qui est amorti en 7 ans et que votre projet en dure 2, on va prendre que 2 ans sur 7 ans. Donc, c'est selon les normes comptables, en fonction de comment vous l'avez saisi dans votre comptabilité, qu'on va nous se permettre, on va voir comment vous allez l'amortir et quelle est la part imputable au projet. Attention quand vous obtenez des équipements au milieu du projet, c'est-à-dire que si l'acquisition des équipements est faite seulement la 2e année du projet, on va prendre que la 2e et peut-être jusqu'à la fin du projet, mais la première année, si ça n'a pas été acquis, on ne peut pas en tenir compte. Donc ça, c'est un point important aussi, donc ça peut être par mois la clé de répartition. Qu'est-ce qui est tout ce qui est éligible, c'est les équipements informatiques. Pour le projet, vous avez besoin d'un ordinateur, de mobilier, d'équipements concrets, hein, de matériel de laboratoire, de machines, d'instruments, d'outils et de véhicules. Ne sont pas éligibles les équipements d'occasion parce que c'est trop compliqué de connaître leur valeur sur le marché. C'est pour cette raison-là. Hein, c'est très et ça provoque des problèmes. Donc le programme a décidé de les exclure. Et les équipements acquis la dernière année et qui n'ont pas été prévus dans les candidatures. Il est possible que cette mesure soit un peu assouplie avec les mesures Covid, j'anticipe pas, mais pour l'instant, la règle, c'est que vous ne devez pas acquérir d'équipements, enfin, genre, il vous reste du budget, et vous l'utilisez pour racheter l'imprimante, ça, c'est pas possible, ou alors il faut nous le demander à l'avant et que vous nous justifiez en quoi ça a vraiment un lien avec le projet. Donc, il y aura peut-être une flexibilité par rapport aux règles Covid sur l'achat d'équipements informatiques dans le futur, mais on aura un webinaire à ce sujet. Dépenses de préparation, alors ce n'est pas une catégorie de dépenses, c'est une typologie d'action et elle a quelques particularités, ces dépenses de préparation. Elles ont notamment comme particularité qu'il y a une limite maximale qu'on a mis au début quand vous avez déposé vos projets. Mais c'est-à-dire qu'elle peut, on comptabilise 6 000 € par partenaire et un maximum de 30 000 € par projet. Mais vous pouvez dépasser ces 6 000 € par partenaire si jamais globalement les 6 000 € multipliés par le nombre de partenaires, par exemple vous avez 2 partenaires, donc vous auriez droit à 12 000 € globalement sur le projet, il y en a un qui pourrait avoir 7 000 et l'autre qui pourrait avoir 5 000. Donc ça c'est possible, c'est une limite qui se comprend globalement sur le projet. Donc attention, quand il y en a un qui fait un dépassement sur la dépense de préparation, ce qu'il n'est pas consommé ce qu'avait prévu l'autre. Et une dépense de préparation, ce sont toutes les dépenses qui sont antérieures à la date du projet. Voilà. Et les projets soumis aux aides d'État ne peuvent pas les présenter à proprement parler. Concernant le traitement des recettes, alors ça c'est dans le cas où vous avez des recettes que vous encaissez durant la durée du projet ou des recettes qui seraient vouées à être générées par la suite, genre une infrastructure qui générerait des recettes dans le futur. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est un point et vous n'êtes pas tous concernés. Je vous invite à regarder les liens parce qu'on a fait un webinaire spécifique au sujet. Il est en ligne sur notre website POCTEFA, donc je vous invite à le regarder. Concernant les marchés publics, c'est l'essentiel des corrections financières à ce jour, c'est plus de 40% sur la période 7-13. Donc attention, nous on n'est pas experts, ni le contrôle, voilà, donc on ne peut pas vous aider à particulier, on a un petit peu de connaissances, mais on ne peut pas vous valider a priori si votre marché est bien fait. Donc il faut consulter vos propres experts et vous devez être au courant. Je rappelle simplement qu'en France, sont soumis à la commande publique alors les personnes de droit public et les personnes morales de droit privé aussi qui ont des missions d'intérêt général financées principalement sur fonds publics. Et les personnes donc attention, c'est pas parce que vous êtes une association que vous n'êtes pas soumis ou que vous êtes une fondation que vous n'êtes pas soumis aux règles de marché public. C'est une erreur assez communément rencontrée des gens qui pensent
qui ne sont pas soumises, mais si vous recevez plus de la moitié de vos fonds publics ou que votre bureau est composé essentiellement de personnes publiques, alors vous êtes soumis. Donc renseignez-vous avant, parce que si jamais vous n'avez pas fait de suivi des règles de marché et que vous commencez l'engagement de vos dépenses, elles seront toutes rejetées ou alors fortement corrigées. Pour les gens qui ne sont pas soumis, enfin, les entités non soumises à la commande publique, à partir de 18 000 €, un principe de base, c'est de demander 3 devis et un rapport justificatif si c'est le moins cher qui n'a pas été retenu. Je ne m'étale pas, je vais laisser la place, après c'est sur l'espagnol. Les erreurs les plus communes, c'est vous vous trompez dans la procédure expliquée, les obligations de communication, l'annonce qui n'a pas été bien faite, des critères de sélection mal effectués. Ça pourrait faire l'objet d'un séminaire à proprement parler. Donc, je ne m'étale pas là plus dessus. Je vais laisser la parole au contrôleur avant de simplement vous rappeler qu'il y a un point important sur les marchés publics, c'est l'intérêt transfrontalier. Vous êtes en coopération, il faut absolument faire en sorte que les Espagnols et les Français, à minima, et les Andorrans, aient eu la même possibilité de se présenter à vos marchés. Donc, une publication Internet, voire des deux côtés de la frontière. Ça, c'est clé, hein. C'est vraiment important et c'est vraiment spécifique. Enfin, on y est plus soumis en coopération. Voilà. Est-ce que les auditeurs de KPMG sont disponibles pour récupérer la main? Oui, merci Émilie. Alors, je crois que Christine va vous passer la main normalement. Et n'hésitez pas à préparer vos questions. Ça va être à Adèle, non, qui va présenter son écran. Je ne sais pas si c'est que moi qui le reçois ou si elle le reçoit aussi. Ah, alors c'est Adèle, pardon. Effectivement, c'est Adèle qui fait la présentation. Vous avez raison, j'avais oublié. Et c'est vous. Et après, donc si on peut partager. Oui, à KPMG, c'est moi qui fais la présentation. Alors. D'accord, très bien. Allez-y, Adèle, on vous écoute. Donc moi, je vais commencer, mais c'est vrai que c'est depuis l'écran d'Adèle. Donc bonjour déjà, nous sommes donc Mélanie et Adèle de l'équipe KPMG. On n'est pas les seuls, mais on a effectivement en tout cas beaucoup travaillé sur les dernières périodes. On voulait commencer par vous présenter, est-ce que tu peux mettre peut-être Adèle en plus grand l'écran, par vous présenter on n'a pas la possibilité de revenir sur l'ensemble des règles, mais vous en avez déjà eu un certain nombre par les présentations précédentes. Mais on voudrait quand même vous présenter les erreurs qui reviennent le plus fréquemment dans le cadre de nos contrôles, ce qu'on a le plus souvent à remonter en phase contradictoire à l'issue de nos contrôles. Donc d'abord des erreurs de caractère général. Un premier point, c'est qu'on note souvent une absence de tampon sur les justificatifs de paiement. Ce tampon, en fait, qui nous permet de lier la dépense avec le projet. Ce n'est pas le seul élément, mais c'est important de bien pouvoir s'assurer, pour différentes raisons, de lien avec le projet POCTEFA, financé par POCTEFA, et aussi pour s'assurer que cette même dépense n'a pas été chargée 2 fois à plusieurs projets différents, d'avoir un tampon qui vraiment apparaît sur la documentation. Donc, ce n'est pas le cas pour des fiches de paie et des justificatifs de coûts de personnel, mais sur d'autres types de documents tels que les factures, on va vraiment s'attendre à avoir ce tampon. Et parfois, il manque. Il peut être remplacé par le nom du projet dans l'objet de la facture, éventuellement. Dans le cas où des factures, des coûts sont chargés de façon partielle à ce projet POCTEFA, et donc on imagine qu'une dépense est chargée à 20% par exemple sur votre projet POCTEFA et à 80% sur d'autres projets internes ou d'autres projets financés par d'autres bailleurs, il faut vraiment absolument que le pourcentage d'affectation de ce coût soit indiqué sur la facture. Deuxième type d'erreur fréquente, l'absence de déclaration individuelle de dépenses et de financement signées. Bon, ça paraît pourtant la base, c'est vraiment, on ne peut pas normalement démarrer nos contrôles sans ça, mais ça peut arriver, d'autant que dans le cadre du programme, il est prévu depuis le début que vraiment on a besoin d'avoir cette déclaration signée en original. Donc, il faut qu'elle soit envoyée au contrôleur en France. Normalement, vous avez tous reçu de la part de la CTP l'adresse précise postale à laquelle il faut nous l'envoyer. Et ensuite, bien entendu, cette même déclaration signée est également sur SIGEFA, ce qui nous permet, là, par exemple, dans le contexte de crise sanitaire actuelle,
On a effectivement certaines déclarations originales qui sont au bureau et qu'on n'a pas pu scanner avant l'annonce du confinement. On a pu quand même démarrer un contrôle sur la base de votre déclaration signée, scannée, mais il nous faudra quand même l'original. Et en tout cas, Mélanie, je me permets d'intervenir juste pour dire que, en fait, on a une simplification qui a été approuvée aujourd'hui pour dire que désormais, la déclaration individuelle de dépenses signée son archivage sera de la responsabilité du bénéficiaire qui devra la garder chez lui. Et donc, du coup, il sera absolument nécessaire désormais qu'elle soit mise à sa place dans SIGEFA. Donc, c'est une simplification parce que pour éviter les erreurs que vous évoquez, Mélanie, et ça a été approuvé aujourd'hui même. Donc, voilà. Donc, il n'y a plus besoin de l'envoyer à KPMG désormais. Mais il faudra bien la saisir et que chacun la garde chez soi précieusement avec sa convention FEDER notamment. Parfait, très bien. Donc ça devient une obligation d'archivage au niveau de chez vous, au niveau des bénéficiaires. Très bien. Donc très bon point. Donc troisième type d'erreur, si tu peux, s'il te plaît Adèle, passer au slide suivant. Troisième type d'erreur, c'est l'absence de justificatif de paiement. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que en plus parmi les critères pour valider l'éligibilité d'une dépense, on a besoin de s'assurer qu'elle a été vraiment payée, qu'elle est acquittée au sens par le bénéficiaire qui la déclare dans sa déclaration. Donc, ce qu'on vous recommande vraiment, c'est plutôt de faire certifier par un tiers qualifié, par exemple votre expert comptable, votre déclaration de dépenses et de financement. C'est le moyen le plus simple pour vous comme pour nous, le plus efficient, d'avoir une déclaration qui permette de valider l'acquittement de l'ensemble des dépenses que vous déclarez. Si ce n'est pas le cas, et en général, ce n'est pas très onéreux de demander ça à son expert comptable, mais si ce n'est pas le cas, si vous souhaitez faire autrement pour des raisons qui vous appartiennent, veillez vraiment à vous assurer qu'on ait des preuves qui nous permettent d'aller jusqu'au paiement. C'est-à-dire que, par exemple, un ordre de transfert n'est pas considéré comme valide. C'est-à-dire que, par exemple, si un coût a été payé par un collaborateur, on ne peut pas uniquement se contenter de présenter le justificatif du paiement par ce collaborateur, mais également du fait qu'il a bien été remboursé de ce frais par son employeur. Donc, vous voyez, en fait, si vous ne faites pas signer la déclaration par un tiers qualifié, il y a beaucoup plus d'exigences et vous allez devoir vraiment récupérer des pièces très précises sur différents types de dépenses et ça va potentiellement être quand même plus compliqué de vraiment tout rassembler et ça va pouvoir générer peut-être des questions en phase contradictoire ou des dépenses inéligibles si jamais il nous manquait un justificatif qu'on considère comme probant de notre point de vue d'auditeur. Et donc, je précise qu'une déclaration qui serait établie, même une déclaration sur l'honneur établie par un responsable de l'entité elle-même, trésorier, directeur général, président, n'est pas considérée comme valide dans le cadre de ces contrôles. Donc, on fait vraiment la différence avec la signature par un tiers qualifié qui, pour une organisation publique, peut être le comptable public ou pour une organisation privée, son expert comptable. Quatrième type de d'erreur de caractère général qu'on retrouve souvent, c'est l'absence de documentation qui permettent de justifier les procédures d'achat. Donc, Émilie en a parlé juste avant, c'est vraiment une cause importante d'erreur, peut-être non seulement en occurrence, mais surtout en impact financier, à mon avis. Donc, pour cette documentation relative à la façon dont vous avez passé vos achats, une première chose, c'est qu'on aurait besoin que vous mettiez sur SIGEFA votre guide interne d'achat, c'est-à-dire vraiment les procédures qui s'appliquent dans votre organisation. C'est très important et comme Émilie l'a précisé également, bien sûr, on connaît les règles de la commande publique. On n'a pas forcément la capacité, dans le cadre de ce contrôle de premier niveau, on n'est pas en mesure, on n'a pas les justificatifs pour pouvoir mener une étude approfondie de si vous êtes soumis ou pas aux règles de la commande publique. Donc nous, à partir d'un certain nombre d'indices qu'on connaît et de critères, on va considérer que vous êtes par défaut soumis aux règles de la commande publique, sauf si vous apportez une justification qui indique que vous ne l'êtes pas. Donc, si vous ne l'êtes pas, on a des cas, mais c'est quand même assez peu fréquent au niveau des bénéficiaires du programme
POCTEFA, mais certaines entreprises privées ou même associations, dans certains cas, peuvent ne pas être soumises aux règles de la commande publique. On vous demande dans ce cas-là de soumettre, de faire aussi valider par un tiers qualifié, compétent, que ce soit un avocat ou l'expert comptable, votre conseil fiscal, de pouvoir nous indiquer quel est votre statut vis-à-vis de est-ce que vous êtes soumis ou non aux règles de la commande publique. Ensuite, donc si vous n'êtes pas soumis, évidemment, il va nous falloir les preuves de mise en concurrence, comme l'a indiqué Émilie, pour tout achat supérieur à 18 000 €. Et si vous êtes soumis, il nous faut l'ensemble des justificatifs. Donc là, voilà, on ne peut pas vraiment rentrer dans le détail, mais on a fréquemment, il nous manque des documents, soit la preuve de publicité, soit le cahier des charges, soit les offres que vous avez reçues des différents candidats, soit le rapport d'analyse des offres. Donc, on a vraiment besoin de l'ensemble des documents qui justifient du respect de l'ensemble de la procédure, qu'il s'agisse d'une procédure adaptée, d'une procédure formalisée. Voilà, autre type d'erreur sur la page suivante. L'absence de justification de l'absence de génération de recettes. Donc ça, je vous renvoie encore une fois au séminaire dédié qui existe. Mais disons que dans les cas où il était prévu dans le formulaire de candidature qu'il y ait une génération de recettes, il nous manque parfois, on a besoin effectivement d'avoir des documents qui fournissent votre analyse donc de calcul des recettes nettes qui ont été générées. Et si pendant cette déclaration, aucune recette n'a été générée, il nous manque très souvent d'ailleurs cette confirmation écrite de votre part qu'aucune recette n'a été générée pendant la période contrôlée. Et souvent, on doit quand même indiquer des recommandations, des précautions, des mesures de suivi pour les rapports suivants, où on indique qu'il va falloir apporter des justificatifs si ce n'est pas encore le cas. Enfin, sixième erreur de caractère général, c'est l'absence de justification de la communication, de la visibilité ou de l'information, la publicité du financement européen. Donc ça, c'est sur tout type de documentation. Bien entendu, comme on l'a vu, ça, c'est un point qui concerne aussi les marchés publics, c'est-à-dire qu'il faut que dès l'avis de publicité, il y ait une information concernant le financement européen et le programme POCTEFA, qui soit conforme à la réglementation du programme et à la réglementation européenne en la matière, tout ce qui est vraiment les détails, la taille du logo européen par rapport à la taille du logo du projet, etc. Et là-dessus, il nous manque parfois ces preuves de publicité, soit parce que la publicité a été oubliée sur les justificatifs, les publications, les outils, les livrables qui ont été produits, les avis de publicité, comme je le disais, enfin vraiment tout ce qui sert de pièce justificative et qui sert d'information du public doit porter le logo du programme. Et c'est vrai que parfois, soit on n'a pas ce justificatif sur CIGFA, soit la documentation ne présente pas ces preuves de publicité. Autre point, voilà, vous avez, on peut avoir parfois, mais c'est plutôt lors des visites in situ, du coup, qu'on va pouvoir vérifier ça, une absence du panneau qui est obligatoire, qui doit être mis dans un lieu visible du public, qui informe également le public sur le financement européen. Avec des règles très précises, il faut se référer au guide de communication du programme sur la taille que ce panneau doit avoir, à l'endroit où il doit être placé, etc. Voilà pour les erreurs de type de caractère général. Je vais laisser ensuite Adèle vous présenter des types d'erreurs que l'on observe par type de dépenses. Donc je crois qu'on a jusqu'à 11h30, donc il va falloir qu'on fasse, j'ai pas fait suffisamment synthétique, il va falloir qu'on fasse court pour pouvoir laisser le temps peut-être pour des questions-réponses. Merci. Du coup, pour tout ce qui est type de dépenses, d'abord, on va commencer par les frais de déplacement. Donc, très souvent, il y a les ordres du jour qui sont manquants pour tout ce qui est frais de déplacement. Donc, il faut toujours un document qui prouve le but du déplacement. Donc, ça peut être un ordre de mission permanent pour la personne effectuant le déplacement ou ça peut être un ordre du jour. Donc, ça, c'est vraiment des documents qui sont très importants et qui doivent bien préciser donc la date et qui est aussi une signature et le nom de la personne qui effectue le déplacement. De plus de ça, très souvent, donc on va constater des personnes qui vont effectuer un déplacement, mais qui ne font pas partie des employés
de l'organisme. Donc ça, c'est un point aussi qu'Émilie a déjà précisé auparavant. Donc c'est très important que quand la personne ne fait pas partie des frais de personnel, il faut que vous nous fournissiez un document prouvant le lien de cette personne qui déclare la dépense avec l'entité, pour qu'on puisse avoir ce lien. Donc voilà, donc ça c'est concernant les frais de déplacement. Concernant les frais de service externe, donc très souvent il y a le document de produit final qui est manquant sur la plateforme. Donc c'est-à-dire que si on a un service, que ce soit une traduction, que ce soit enfin toute autre chose, c'est important que nous ayons une preuve que le service il a bien été fait. Du coup, un livrable, une photo, même un ordre du jour, dépendant du service qui a été demandé, une étude, ces documents, enfin, il nous faut un document qui puisse prouver que ce service a bien existé et toujours, comme tout document, signé si possible. Après, ça va bien sûr dépendre du document, mais si par exemple c'est un ordre du jour, bah, ce serait quand même préférable qu'il soit signé. Pour les études et autres, non. Mais c'est très, voilà. Après, donc là, on a fait frais de déplacement, on a fait frais de service externe, puis pour les frais d'équipement. Donc les frais d'équipement, il y a deux erreurs fréquentes. Donc la première, c'est un manque de justification entre l'équipement et le projet POCTEFA. Donc, si c'est un équipement qui est dédié à 100% au projet, il faut bien sûr créer un plan d'amortissement et bien le détailler auprès de POCTEFA. Et puis aussi prouver l'utilisation exclusive de cet équipement pour le projet POCTEFA. Donc, ça peut être un document, toutefois une attestation signée, mais il faut bien que ce soit prouvé que cet équipement sera utilisé pour le projet POCTEFA. Après cela, le deuxième document important, c'est de prouver l'existence de cet équipement. Donc, l'existence de cet équipement, elle peut être prouvée de plusieurs manières différentes. Bon, si c'est un tout petit équipement qui est un consommable qui a déjà été utilisé, du coup, on peut recevoir une preuve de réception signée. Ça peut faire preuve. En revanche, si c'est un équipement qui est plus grand, donc il faudrait une photo et aussi la preuve de réception, forcément. Et en plus de ça, il faudrait que sur la photo, nous puissions voir le logo qui représente le financement FEDER et POCTEFA. Ça, c'est pour les équipements qui sont d'une taille assez grande sur laquelle l'autocollant POCTEFA puisse être collé. Puis, on a alors le plus compliqué, les frais de personnel. Ici, on va avoir plusieurs slides concernant les frais de personnel parce qu'il y a toujours beaucoup d'erreurs qui sont rencontrées pour ces frais. Donc, tout d'abord, il y a plusieurs coûts qui sont éligibles et d'autres qui sont inéligibles pour tout ce qui est frais de personnel. Donc, dans le guide du porteur, normalement, à la page 28, vous aurez une liste de tous les coûts qui sont éligibles. Donc, il va y avoir indemnité, il y a beaucoup de coûts qui sont éligibles. En revanche, quand ces coûts sont éligibles, c'est quand même important de pouvoir de nouveau lier ces coûts au projet POCTEFA. Par exemple, s'il y a des heures supplémentaires qui sont déclarées, les heures supplémentaires sont autorisées, mais il faudrait bien prouver que ces heures supplémentaires qui sont payées sont bien liées au projet POCTEFA et que la personne n'a pas travaillé sur un autre projet. Alors, tout ce qui est Pago des salarios et IRPF, ça c'est du côté espagnol. Du côté français, la fiche de paie fait foi de preuve de paiement. Et puis, s'il n'y a pas de fiche de paie et que c'est un autre type de coût, dans ces cas-là, ce sera l'attestation des dépenses et de financement qui sera signée par un tiers qualifié qui fera la preuve de paiement. Autre cas, c'est concernant les heures productives. Donc, il est bien dit dans le guide du porteur que pour calculer le coût horaire, il faut utiliser les heures productives, donc les heures travaillées
par le personnel. En revanche, ces heures travaillées, c'est important que ce soit des heures travaillées qui soient décrites dans la convention de travail ou dans le contrat de travail. Donc, très souvent, dans le contrat de travail, ils vont dire les heures payées vont être de temps. Donc, maintenant, souvent, pour un 35 heures, c'est 1806. En revanche, les heures travaillées seront de 1608. Donc, c'est important que ces heures travaillées soient bien représentées et écrites dans le contrat de travail. Voilà. Autre chose, donc c'est concernant le 13e mois. Donc, beaucoup d'entre vous vont avoir un 13e mois pour leurs employés. Donc, le 13e mois, si par exemple votre employé il est dédié au projet POCTEFA pour une période de 6 mois, alors dans le coût horaire, on va prendre les salaires bruts et les charges patronales de ces 6 mois. Et puis le 13e mois, on va devoir le proratiser pour ces 6 mois. C'est-à-dire que là, donc, on prendrait la moitié du 13e mois. On ne peut pas imputer la totalité du 13e mois dans le calcul du coût horaire si la personne n'est affectée au projet que pendant 6 mois. Donc, concernant les coûts fixes, donc c'est-à-dire que certains bénéficiaires vont opter pour la méthode de coût fixe, donc de pourcentage fixe, plus précisément. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir prouver ça, il faudrait bien sûr qu'on ait une attestation qui est signée par le bénéficiaire et par l'employé, dans laquelle elle précise bien que l'employé travaillera sur le projet POCTEFA. Donc, ça, c'est important qu'il y ait bien la mention du projet POCTEFA, et aussi qu'il mentionne le pourcentage de temps que le pourcentage de son temps que cette personne passera sur le projet POCTEFA. Donc, ça peut être un pourcentage, ça peut être 10, 15, 20%, mais ça, c'est très important qu'il soit bien noté. Et souvent, donc dans ces cas-là, souvent, nous, on va recevoir une attestation qui n'est pas signée, donc ça, c'est sans signature, elle n'est pas valide, ou très souvent, dans l'attestation, il n'y aura pas le nom de l'employé, où il n'y aura pas la mention du projet POCTEFA, ou ce sera un pourcentage variable de mois par mois. Si c'est un pourcentage variable, alors dans ces cas-là, on va opter plutôt pour la méthode du calcul du coût horaire. Un pourcentage, il faut vraiment qu'il soit fixe et qu'il soit le même pendant toute la période. Si c'est quelque chose de variable, alors dans ces cas-là, ce sera plutôt un coût horaire. Et puis finalement, c'est l'imputation à temps partiel avec un nombre d'heures flexible. Donc ça, c'est surtout, et ça, Émilie en a déjà parlé auparavant, c'est surtout concernant la feuille de temps. Donc quand une personne a un coût horaire et qu'elle a un nombre d'heures par mois sur le projet POCTEFA. Donc, dans ces cas-là, on va bien sûr fournir une feuille de temps, aussi les fiches de paie pour pouvoir calculer le coût horaire, mais il est très important que ces feuilles de temps représentent 100% des heures travaillées de l'employé. Pourquoi? Parce que pour pouvoir calculer le coût horaire, on ne peut pas utiliser le nombre d'heures travaillées sur le projet POCTEFA, mais il faudrait que ce soit le nombre d'heures travaillées en général par la personne pour qu'on ait un coût horaire général. Donc voilà, donc ça c'est concernant les frais de personnel. Et puis voilà, on a passé. Alors on me fait part d'un certain oui, mais voilà, Pilar intervient d'un certain retard, mais c'était très bien. Et merci beaucoup en tout cas Mélanie et Adèle de votre intervention. Je laisse la parole à Pilar Massa. Merci à vous. Merci à toutes. Et on va finaliser, comme Émilie vient de dire, on est juste un petit peu en retard, mais bon, pour moi, je vais finir en 2 minutes parce que j'allais faire une petite synthèse des choses, des mots-clés que vous devriez retenir. Voilà. Et surtout, concernant
des choses qu'on a vues aujourd'hui. Rappelez que vous savez l'obligation d'une déclaration des dépenses par année. Et cette année, la prochaine et dernière, parce qu'on a que 2 par année, c'est le 1er septembre. Rappelez aussi qu'il faut archiver correctement l'information sur les CIGFA. C'est très important. Et nous vous rappelons aussi la question de la dématérialisation. Tous les documents doivent être téléchargés dans le CIGFA et bien sûr, vous devez archiver les originaux. Et ce sont les choses clés que vous devez retenir. Et une autre chose qui est très importante et qui concerne tout le projet, c'est pas uniquement pour les déclarations des dépenses, mais c'est très important, la mise à jour des données des contacts de votre entité, des courriers électroniques, les personnes responsables de votre entité s'il y a des changements, les personnels, les données bancaires, très important aussi pour recevoir le FEDER. Et pour finir, on souhaiterait vous informer sur les prochains événements. Bien sûr, vous allez les recevoir aussi par courrier électronique, mais très prochainement, le 11 juin, on va faire un séminaire virtuel sur les modifications des projets et quelques mesures exceptionnelles qui ont été approuvées très récemment et qui pourraient vous intéresser. Aussi, on aura un webinaire sur les indicateurs. Et ce séminaire s'est adressé aux chefs de file qui sont les responsables d'envoyer toutes les années au mois de janvier un état annuel des indicateurs et se tiendra le prochain 1er juillet 2020, c'est très prochainement aussi. Merci à tout le monde pour l'assistance. On a eu un nombre important de participants. Et nous vous rappelons que dans quelques jours, vous allez recevoir un courriel avec le lien pour pouvoir voir sur notre site web cette présentation. Et aussi, vous pouvez voir aussi tous les séminaires du programme pendant la période actuelle. Merci et bonne journée.